là ce matin pour vous parler de la valeur d'un vin bio. Donc la valeur d'un vin bio réside dans les promesses qui sont faites par le vigneron dans le cadre de ses pratiques. Elle concerne aussi les attentes du consommateur quand il achète et qu'il déguste une bouteille de vin bio. Et on se posera également la question de savoir si le marché rémunère les vins bio à sa juste valeur. Donc les promesses du vigneron bio, ce sont de respecter un cahier des charges européen, cahier des charges qui est gage de transparence et d'harmonisation. Il interdit l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse, d'engrais minéraux azotés et d'OGM. Il y a aussi des règles de vinification qui gèrent les intrants, donc avec soit l'interdiction, soit la limitation de certains intrants. Ce cahier des charges donc, est contrôlé, les pratiques sont contrôlées par un organisme certificateur. Donc la certification sert à déclarer ce que l'on fait et à faire contrôler si ce que l'on a bien annoncé est fait. Plus largement, l'agriculture biologique s'est dotée de principes, ces principes qui sont multiples et qui sont basés sur une vision holistique de la propriété, de la production, et qui inclut la recherche de l'autonomie des exploitations, la diversification, l'équité dans les échanges et le respect du vivant. Donc ces principes orientent et guident le vigneron dans ses choix. Donc un vigneron bio, c'est s'engager à préserver le vivant, donc la préservation des sols, donc les herbicides sont bannis, on n'emploie pas d'engrais minéral, que des amendements organiques et ou des engrais verts. Les engrais verts, c'est un mélange de céréales, de légumineuses, les légumineuses ayant la particularité de capter l'azote atmosphérique pour le restituer ensuite au moment de l'emplissage. On accorde aussi beaucoup d'importance à la matière organique, la préservation de la matière organique dans les sols. Cette matière organique et les couverts végétaux qui jouent sur la régulation du cycle de l'eau et la séquestration de carbone. On apporte beaucoup d'importance aussi à favoriser la biodiversité, que ce soit la biodiversité de la faune ou de la flore, en préservant les haies ou en implantant, en gardant des zones écologiques donc qu'on ne tombe pas, par exemple, ou en implantant des jachères mellifères. Au-delà de ça, il y a effectivement aussi une attention à l'équilibre de sa vigne qui passe par la taille, le respect d'une taille respectueuse du pied de vigne, les travaux en verre. Dans le cuvier, donc il y a aussi des règles de vinification qui sont dictées par le cahier des charges, règles de vinification qui datent de 2012. Et donc là, il y a l'obligation d'utiliser 100% des ingrédients agricoles d'origine bio, une restriction, une interdiction sur l'utilisation de certains procédés physiques, et le respect d'une liste restreinte d'additifs et d'auxiliaires œnologiques, ainsi que la restriction de certains, des sulfites dans les vins qui sont commercialisés. Quand nous produisons du vin en tant que viticulteur, viticultrice, nous produisons quelque chose qui va voyager, dont le goût va changer, qui va être dégusté, et quelque chose qui a donc un certain éclat vers l'extérieur. Et qu'est-ce que le consommateur attend de ce vin bio? Donc, qu'est-ce que le consommateur est prêt et disposé à donner comme valeur aux pratiques des viticulteurs bio? Donc, le vin bio bénéficie en général de prix plus élevés, pour ces produits qui sont certifiés, et ce surprix repose sur le consentement à payer par le consommateur
pour des produits auxquels il y trouve une valeur additionnelle, et ce sont ces valeurs additionnelles qui, entre autres, reposent sur la reconnaissance d'un mode de production plus respectueux de l'environnement. Pour autant, en espère-t-il un vin meilleur? Et que dire de la notion de meilleur vin? Bien sûr, la viticulture biologique étant basée sur les lois de la nature, je serais tentée de dire que le raisin a un grand potentiel, puisque c'est la matière première du vin. Mais après, l'art du vigneron, c'est aussi les pratiques à la cave. Donc, est-ce qu'il va être capable de transformer ce potentiel ou pas? Alors, que dire de cette notion aussi de vin meilleur quand on est dans une période où pullule, une époque où pullulent les classements, les notations de vin, nécessairement réductrices, mais tellement rassurantes pour tous les amateurs de vin qui ne peuvent pas goûter par eux-mêmes, goûter ou se faire une idée par eux-mêmes. Combien d'experts, grands, petits, y vont de leur jugement, parfois péremptoire, avec toutes les conséquences commerciales que ça peut avoir sur la qualité sur les financements et les exploitations des vignerons. Alors on a souvent entendu dire que les vins bio étaient considérés comme moins bons que les autres, qui a contribué à une époque à leur mauvaise image auprès des dégustateurs. Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas de vin bio extrême, que la norme actuelle qualifie de vin à défaut, comme parfois des nez oxydatifs, des déviations microbiologiques, voire même des refermentations en bouteille. Mais je remarquerai quand même qu'il y a certainement autant de vins défectueux issus de la culture chimique. Il est à noter qu'il y a un changement. Il y a un changement à l'œuvre pour une réappropriation par leur propre goût, par certains dégustateurs, qui passe par la redéfinition personnelle de la norme entre ce qui sépare la qualité du défaut. Et en tout cas, il y a une profonde vague d'enthousiasme de la part des amateurs, que ce soit des cavistes ou des sommeliers, qui soutiennent les démarches des vignerons bio en quête d'authenticité. D'ailleurs, dans la recherche hédoniste de l'amateur de vin, qu'est-ce qui procure réellement du plaisir? Ce plaisir peut-il provenir d'un vin au goût standardisé, lissé, qui parfois ne donne aucune émotion, mais est-ce qu'il peut provenir d'une rencontre vraie, sans tricherie? Le véritable amateur, en fait, se donne quand même la peine d'une rencontre vraie avec le vin. J'irais même jusqu'à dire, est-ce qu'on doit s'incliner face au prestige médiatico-financier devant la dictature des notes ou le diktat du marché? Et je dirais que le combat de certains vignerons bio pour la vérité, la singularité contre l'uniformisation, s'apparente à celui que mène l'agriculture biologique pour les aliments dans la recherche du goût. Et on assiste véritablement, comme pour le vin, comme pour les aliments, à cette guerre du goût, une guerre contre la dilution des identités. C'est une bataille entre une modernité incontrôlée et une tradition en marche réfléchie pour défendre l'identité et l'authenticité de nos terroirs. J'aime beaucoup la citation de Paul Claudel qui disait que le vin est professeur de goût et en nous formant à la pratique de l'attention intérieure, il est libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Un discours à l'exposition de Bruxelles en 1935. Donc nous avons vu que le consommateur peut estimer qu'un surcoût il peut être disposé à payer un surcoût pour un vin bio,
toutefois, est-ce que le marché valorise réellement la production de ces vins-là? Je rappellerai juste quelques chiffres pour placer la viticulture biologique. Donc, la viticulture biologique actuellement en France représente 10% de la surface viticole. 41% de la vente des vins bio se fait en vente directe. Et les achats de vins bio ont triplé entre 2005 et 2015. Actuellement, en Gironde, donc sur le Bordelais, nous sommes 800 viticulteurs bio, ce qui représente à peu près entre 6 et 7% de la superficie viticole. À Bordeaux, donc sur le marché du vrac, le vrac en bio par rapport au vrac conventionnel se valorise à peu près 2% de plus que le vrac conventionnel, ce qui est très peu comparé à d'autres régions viticoles où le différentiel entre le vrac conventionnel et le vrac bio, enfin le vrac bio est 20% plus cher que le vrac conventionnel. Donc à Bordeaux, il y a très peu de différence. Malgré tout, les vignerons bio vendent leur vin en bouteille, donc valorisent différemment leurs produits, et du coup, le vin bio échappe à la catégorie des entrées de gamme et se situe plutôt dans la catégorie des vins premium. Pour autant, est-ce que la construction du prix d'un vin bio comprend les services environnementaux ou les services écosystémiques qui font sa valeur? Donc, révéler les externalités, ce qu'on appelle les externalités de l'agriculture biologique, c'est mettre en évidence le coût, les coûts et les bénéfices non marchands induits par la production et la consommation. Donc il s'agit de reconnaître et de leur attribuer une valeur. Il y a actuellement des réflexions sur ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, ou PSE. Ces paiements pour services environnementaux, les MAE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les mesures agro-environnementales, c'est une forme de PSE, mais il n'existe pas de définition juridique de PSE en droit français. Les PSE sont susceptibles de prendre diverses formes et intéressent à la fois les collectivités locales, l'État, mobilise des acteurs comme aussi les particuliers, les propriétaires privés, les associations. Donc, les services environnementaux, on peut considérer que les niveaux de l'externalité reposent sur ce qu'on peut appeler un état normal, donc par exemple d'un milieu, et en dessous duquel il y aurait dégradation au détriment de la société, et au-dessus duquel il y aurait bénéfice pour la société. Donc la science fournit certains éléments d'appréciation, mais quels sont les états souhaitables au sens de la durabilité? La fixation des normes résulte toujours de construction sociale. En 2016, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a commandé à l'ITAB, qui est l'Institut technique de l'agriculture biologique, une étude sur les externalités de l'agriculture biologique. Donc, il en résulte, donc c'est une étude, bien entendu, je ne voulais pas vous passer cette étude-là, donc qui chiffre ces externalités ou qui tente de chiffrer ces externalités. Je voudrais juste soumettre à votre sagacité, à votre propre réflexion, ce que peut valoir un paysage viticole qui n'est pas un désert fait de plants de vignes les uns à côté des autres, mais qui inclut des haies, des arbres, des rangs enherbés, la présence de fleurs. Qu'est-ce que peut valoir un sol vivant et enherbé qui préserve de l'érosion, qui maintient la matière organique, qui favorise également du coup le stockage du carbone? Il faut rappeler quand même que le non-emploi de pesticides chimiques de synthèse réduit le risque de dégradation chimique et de dégradation biologique des sols. En ce qui concerne la dégradation physique des sols, il est avéré que plus de 20% de nos sols agricoles présentent un risque important d'érosion, avec des coûts élevés qui sont la pollution des eaux de rivières,
des inondations, des coulées de boue. On en a eu quelques exemples assez récemment. Que vaut la qualité de l'air? Donc la qualité de l'air, concernant les pesticides, il n'existe pas aujourd'hui en France de réglementation spécifique relative à la contamination de l'air. Toutefois, il y a quelques campagnes de mesures qui sont réalisées et qui montrent une corrélation entre les zones et les périodes de traitement agricole. Que vaut également la préservation de la ressource en eau et de sa qualité? Il faut savoir qu'il en coûte à la société, à nous tous, qui payons des impôts, 54 milliards d'euros pour dénitrifier l'eau par an. Que vaut la place de l'humain, de l'homme, dans nos vignes? Une propriété viticole emploie 30% de main-d'œuvre supplémentaire par rapport à une propriété viticole en bio, par rapport à une propriété en conventionnel. Et si on ramène ces emplois donc, à l'échelle de l'exploitation, si on leur rapporte les différentiels d'emploi au coût moyen d'un chômeur, pour la société, les montants estimés varieraient entre 10 et 37 euros par hectare. Que vaut la santé humaine? Celle des consommateurs, celle des salariés du vignoble. Je rappelle que la maladie de Parkinson et la maladie du lymphome malin non-hodgkinien sont désormais reconnues maladies professionnelles par la MSA, respectivement depuis 2012 et 2015. Donc voilà, on l'a vu, il existe donc une certaine rémunération par le marché des bénéfices de l'agriculture biologique pour la société. Malgré tout, il est établi par des travaux en économie publique que ces mécanismes de contribution volontaire des consommateurs ne permettent pas d'atteindre un niveau satisfaisant de financement des services à caractère public. Donc pour la protection de l'environnement, ce financement pour les achats de produits vertueux est donc généralement complété par des aides publiques, des aides, donc ce qu'on appelle des subventions à l'agriculture biologique, qui viennent s'ajouter à la rémunération du marché. Donc par ailleurs, ce prix plus élevé de l'agriculture biologique, ils ne sont pas garantis puisqu'ils sont soumis à la loi de l'offre et de la demande. Les volumes ou le consentement des prix à payer peuvent varier, bien entendu. Donc le vigneron, comme tout agriculteur, a une responsabilité spécifique dans son travail. Il a une influence sur le sol, sur l'environnement, sur la santé. Par conséquent, les prix plus élevés rémunèrent les efforts des agriculteurs. Ils tendent à exclure aussi les consommateurs moins fortunés, ce qui va un peu à l'encontre des objectifs d'équité revendiqués par l'agriculture biologique. D'où cette importance de l'articulation entre des prix plus élevés et des soutiens publics, où se joue la question d'une plus grande équité d'accès aux produits bio. Alors au sujet du prix de vente, je me trouve moi-même face à un paradoxe, je l'avoue, puisque d'un côté je souhaite que la bio se généralise, que se diffuse à tous les vins, puisqu'elle participe de la qualité alimentaire du produit et qu'elle devrait donc être accessible à tous. Et puis de l'autre, j'aimerais bien que les vins bio soient plus reconnus pour ce qu'ils, en raison des externalités décrites un peu plus haut, et donc par conséquent bénéficient de prix plus élevés. Pour conclure, je souhaite vous soumettre quelques citations qui représentent ce que peut être un produit bio, ou du moins la démarche qui l'accompagne. Donc Saint Jérôme qui dit que c'est sans artifice que la beauté est la plus interpellante, et Léonard de Vinci qui dit que le maître le plus sage et le plus noble est la nature elle-même. Je vous remercie de votre attention.
et de sagesse. Marie. Bonjour, Marie-Isabelle Vigneron, je suis la directrice technique du syndicat du Cru Minervois, directrice adjointe également. Et c'est toujours un plaisir de venir parler d'une appellation languedocienne à Bordeaux. Je suis passée par ici, parce qu'on avait à Bordeaux sur 4 ans, il y a quelques années maintenant. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de parler de valeur ajoutée. Alors je vais vous présenter d'abord un petit peu l'appellation, de toute façon on essaye de voir ensemble ici, effectivement c'est dire que pour l'exemple du Minervois, on peut considérer que l'appellation d'origine contrôlée est un gage, un facteur de valeur ajoutée. Et ensuite on essaiera de voir, je répondrai à la question pour la suite, si effectivement il y a des éléments qu'on peut mettre en évidence dans les caractéristiques de l'appellation d'origine contrôlée qui peuvent expliquer effectivement cet intérêt. Donc, sur le Minervois, on est donc, je vous dis, une appellation de l'Europe. Dans le décor, on est celle-ci. Voilà, donc, on est situé entre Carcassonne et Narbonne et au-dessus des Corbières. En termes de superficie, pour vous donner un équivalent avec des voisins plus proches de nous, c'est à peu près l'étendue du vignoble de Bergerac. Alors, c'est une appellation méditerranéenne, ça veut dire un certain nombre de caractéristiques d'un point de vue de terroir. Ça veut dire déjà 315 jours de soleil par an. C'est ça, le minimum. Alors, ça a des conséquences sur le terroir et effectivement sur les vins, puisque d'avoir ce soleil, on a quand même une intégrité qui est facilement optimale. Une régularité des millésimes par ailleurs, il n'y a pas de gros accidents de millésimes réguliers en Europe. Et puis, ça c'est une nuance générale, mais effectivement, et en Minervois comme partout ailleurs, vous allez avoir des nuances qui sont liées à des influences diverses et variées. Donc on va avoir différentes nuances de terroir à l'intérieur du Minervois, dû à la présence de la montagne nord d'un côté, un peu plus de proximité avec la mer de l'autre, ou des proximités avec des influences océaniques pour les terroirs qui sont les plus proches de Carcassonne. Les 315 jours de soleil par an, ça n'arrive pas par hasard, c'est aussi beaucoup lié en fait au vent. Une région extrêmement ventée, donc il y a de 150 à 300 jours de vent par an. Alors c'est là aussi quelque chose qu'on peut corréler avec des influences sur les terroirs et les contraintes et les conditions dans lesquelles sont implantées les vignes, puisqu'effectivement avoir du vent, c'est quand même avoir moins de risques de maladies cryptogamiques de manière régulière. On a 4 types de vent. Le plus généralement, c'est le cercle chez nous. C'est ce qu'on peut appeler tramontane par ailleurs. Voilà. C'est un vent de nord qu'on considère comme un vent de nord, mais en fait c'est complètement faux. C'est un vent qui est un vent d'ouest, de nord-ouest, et qui est effectivement sec et plutôt froid en hiver. L'autre vent dominant est le marin, beaucoup moins fréquent, et qui là par contre n'est pas un avantage, puisqu'effectivement, comme son nom l'indique, il vient de la Méditerranée et il ramène là pour le coup un peu d'humidité. Alors en Minervois, on a 4 types de sols. Donc c'est pas une appellation qui est basée sur un seul type de sol spécifique, c'est une mosaïque. Donc on a des sols de schiste, c'est pas la majorité. On a beaucoup de terrasses quaternaires de galets roulés. On a aussi des grosses zones de calcaire sur les côtes, donc en montant sur les altitudes, et on a également des sols qui sont développés sur des grès. Donc, ce qui fait un peu le lien entre tous ces types de sols, c'est le côté qualiteux. C'est souvent des sols qui sont extrêmement pierreux et de profondeur variable, mais limitant, soit parce qu'effectivement la profondeur de sol est faible, comme sur les sols de grès, on peut avoir des bancs qui sont moins profonds, soit sur des sols de terrasse limiteuse, là c'est l'aspect filtrant qui va jouer le côté limitant. Alors, Minervois, en fait, si on essaie de comparer ce que peut être cette appellation d'origine contrôlée par rapport à ce que vous pouvez vivre en Bordelais, c'est quand même très différent pour 2 points. C'est d'abord une appellation, je ne l'ai pas dit en introduction, c'est une appellation jeune. Donc, elle a été reconnue appellation d'origine contrôlée en 1985, donc ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. Par contre, ça ne veut pas dire que la préoccupation de la défense de la réputation et des vins et de la protection